Bonsoir. Eh bien, c'est la première fois que je suis dans les Vosges. Vous voyez, les géographes viennent au festival de Saint-Dié, mais ils nous font tellement travailler qu'on n'a jamais le temps de venir. Et puis cette fois-ci, j'ai eu la chance d'être invitée pour venir bavarder avec vous ce soir. Échanger plutôt que bavarder. Alors, au fond, c'est vrai. Tout le monde connaît Calais maintenant. C'était la dentelle il y a longtemps, mais on ne connaît Calais pour autre chose. C'est la jungle, comme on l'appelait, avec jusqu'à 10, 12 000 réfugiés dans une situation effectivement déplorable. Il y a eu énormément d'images là-dessus, énormément de reportages. C'est pas si loin de Paris, en fait. Hein. On a, allez, 3 heures de train, de voiture, et puis un petit peu moins parfois en train. Donc, et puis vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais ces tentes bleues, là, pas si loin que ça de la mer, ça fait quand même des belles images aux 20 heures de la télé. Et puis, ça fait parler. Alors il y a des gens très sincères dans tout cela. Et puis il y a aussi un phénomène médiatique qui est un peu spectaculaire et pour lequel je ne vous cache pas que j'ai toujours éprouvé une certaine gêne. Alors cette affaire, pourquoi Calais? Pourquoi les Anglais qui ont occupé Calais à l'époque des bourgeois de Calais, il y a fort longtemps, ont-ils placé leurs frontières sur Calais? Parce que le problème vient de là. Il vient que désormais, les contrôles policiers, pour aller en Angleterre, vous passez le contrôle policier en France. C'est vrai aussi pour l'inverse, c'est-à-dire que des Anglais qui veulent venir en France, ils ont aussi un contrôle policier français en Angleterre. Mais vous savez bien que ça ne représente pas du tout quelque chose d'équivalent, puisque les Français qui veulent venir d'Angleterre en France, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est ceux qui veulent y aller. Alors, simplement parce que je suis géographe, ben c'est le détroit. Il n'y a pas d'endroit plus étroit, plus étroit pour passer de l'autre côté. Donc, bien évidemment, on a construit là le tunnel. Ça coûtait quand même cher, le tunnel. Et puis, sur le plan géologique, c'était un matériel qui est de la craie qui était assez facile à creuser. Donc, c'était logique que ce soit là. Et pourquoi on a fait le tunnel? Ben, on a fait le tunnel parce que même si les Anglais sortent de l'Europe, à l'époque, ils étaient quand même dans l'Europe. Et donc, il y avait énormément d'échanges. Donc, c'était très, très important. Et c'est vrai qu'au début, le tunnel, ça a été difficile à démarrer, mais maintenant, ça marche très, très bien. Mais le port de Calais s'est dit, ah, mais attendez, si on a le tunnel, nous, on va mourir. Or, on a déjà plus la dentelle ou presque, il reste 2 usines de dentelle en tout et pour tout. C'est une situation difficile, donc on va riposter et on va développer le port. Et on est jusqu'à plus de 50 traversées par jour du port, plus tout ce que vous avez avec les trains et les navettes, puisqu'on met les voitures sur les trains et en 20 minutes, vous êtes de l'autre côté. Donc, il y a eu un appel d'air, si vous voulez, pour que l'ensemble des voyageurs passent par Calais. Tant et si bien qu'à Boulogne, il n'y a plus un bateau qui fait la traversée, qu'à Dieppe, il n'y a plus grand-chose, qu'à Dunkerque, c'est devenu presque rien, et tout s'est concentré sur Calais. Et les gens à Calais ont dit, c'est formidable, regardez, nous on a tout, on a tous les transports, c'est fabuleux. Hein, on est le premier grand port de voyageurs. Et c'est vrai, c'est incontestable. À ceci près que les choses, pour des raisons, on va dire, de géopolitique, ont changé. À ceci près que la situation géopolitique, d'abord européenne, on a parlé tout à l'heure, Ariane a évoqué sa première, j'allais dire, situation humanitaire quand elle est allée au Kosovo. Eh bien, les premiers réfugiés qui sont arrivés à Calais, c'était des Kosovars. C'était en fait des Roms des Balkans. C'était pas très nombreux. Mais pourquoi? Parce qu'on a commencé à circuler dans des pays dont on ne pouvait pas sortir jusqu'à la chute du mur de Berlin. C'est une grande différence. Ce sont des pays qui étaient restés fermés sur eux-mêmes. Ils ne sont donc pas habitués à avoir des étrangers à venir chez eux et eux-mêmes n'en sortaient pas. Donc,
ces changements géopolitiques, ça a été l'éclatement de la Yougoslavie, et vous vous souvenez quelle guerre ça a été, ont mis en route des populations qui ne bougeaient pas. Ça a été un élément extrêmement important. Et ils sont arrivés de plus en plus nombreux. Arrivant de plus en plus nombreux, ils passaient en Angleterre. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, à ce moment-là, avait besoin de main-d'œuvre. Elle en a encore besoin, mais elle a une population qui n'en a pas tout à fait conscience. Une partie de la population en a conscience, ceux qui les font travailler. Pour les autres, il y en a trop aujourd'hui. Donc petit à petit, on a eu une réaction d'hostilité en Grande-Bretagne. Mais d'un autre côté, les affaires sont les affaires quand même. Et c'est un pays libéral, vous le savez. Donc si on voulait que le tunnel donne le meilleur de lui-même, il fallait qu'une fois qu'on ait traversé ce fameux détroit, on ne soit pas bloqué par des contrôles. Donc on s'est dit, ils se sont dit, on va installer les contrôles côté français, comme ça quand ils vont sortir du tunnel, ça sera fluide et ça sera très simple. Et ça a été le cas pour le tunnel. Alors à partir de ce moment-là, ça a été un peu gênant pour ceux qui voulaient passer sans vraiment de papier, parce qu'il y avait un contrôle douanier. Mais il n'y en avait pas du côté du port, parce que le port ne l'a pas installé tout de suite. Donc ce qui est installé dès l'ouverture du tunnel, s'est installé. Mais on n'en a pas parlé à ce moment-là. Les choses se passaient tranquillement. Parce qu'on n'avait pas encore énormément de réfugiés qui passaient. Là où les choses ont commencé à se dégrader, c'est quand des réfugiés qui n'étaient plus seulement ceux de l'Europe, mais qui venaient de l'Afrique subsaharienne, qui venaient de l'Érythrée, qui du Soudan, et puis après, plus tard, de situations dans le Moyen-Orient qui se sont dégradées, mais là, j'avance trop vite, c'est arrivé beaucoup plus tard, ils ont été beaucoup plus nombreux. Et du coup, les Anglais ont commencé à être de plus en plus hostiles au passage de ces clandestins. Qu'est-ce qui se passe en France face à ça? Une population calaisienne qui se dit, mais nous, ils commencent quand même à être un peu nombreux. Donc, on obtient, à la suite du travail d'associations comme la Belle Étoile, qu'on crée un camp, c'est le premier camp, qui est le camp de Sangatte, qui est tout près du tunnel, où on va, j'allais dire, stocker une population réfugiée. C'est prévu pour 200 ou 300 individus, on est allé jusqu'à 1500. Donc vous savez que quand c'est pour 300 et qu'on est 1500, eh ben ça se passe mal. Donc on a eu de la violence, on a eu des tensions très fortes, parce que des gens qui sont en situation difficile, ils ne sont pas forcément dans les bonnes dispositions pour être généreux, pour partager, parce que c'est la survie qui se passe à ce moment-là. Et pour eux, c'est extrêmement important. Donc, quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et qu'il y avait ces problèmes, il a dit on ferme le camp. On a fermé le camp, mais c'est comme quand vous cassez le thermomètre. La température reste là. Et donc, ces populations réfugiées se sont réparties comme ils pouvaient. Et en se répartissant, ils sont arrivés au centre de la ville. C'est le beffroi de Calais, hein, c'est le cœur de la ville, c'est l'hôtel de ville, et vous voyez, les réfugiés sont là. Et ils étaient beaucoup dans un parc qui est juste en face, le parc Saint-Pierre, où vont les mères, les enfants jouer. Et donc, ça a commencé à créer des tensions importantes, parce que les mères et les jeunes enfants étaient pas très à l'aise par ces gens qui dormaient là. Mais quand vous dormez et qu'il n'y a pas de toilette, ben, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien faire vos besoins quelque part. Bon, manger, eh ben, il y avait des papiers gras, c'était pas facile, même si des associations s'en sont toujours occupées beaucoup. Et Calais est une ville industrielle, c'est une ville d'ouvriers du textile, très mal payés, et pour lesquels il y a encore beaucoup de petites maisons qui, certaines, ne sont pas occupées. Et donc, on a eu dans la ville des squats de réfugiés qui se sont installés. Je ne vous fais pas de dessin, mais vous comprenez bien que les gens, même s'ils sont généreux, je ne porte aucun jugement moral, mais qui voient dans leur propre rue des gens qui s'installent tirant les fils électriques pour avoir de l'électricité, essayant de récupérer de l'eau, ça a créé un malaise à ce moment-là important.
Et puis, dans le même temps, sur les rocades, il y a 600 000 camions qui sont passés au cours du premier semestre de l'année 2017. 600 000, encore aujourd'hui. Donc, bien évidemment, on essaye de passer. Et là, vous voyez comment on est des migrants qui essayent de monter sur les camions. On a tout fait pour essayer de les trouver. Et ils acceptent par les passeurs, qui sont des gens absolument affreux, et qui, plus c'est difficile, plus les prix montent. Et plus à ce moment-là, les Anglais ont dit, eh bien, on va vous aider et on va vous payer la protection. Et la frontière, c'est, j'allais dire, durcifiée, car c'est comme ça maintenant. C'est comme ça autour du port. C'est vraiment comme un camp de concentration, si vous voulez. C'est comme ça autour du tunnel. Vous voyez un jeune qui essaye d'enjamber avec des fils de fer barbelés, certaines zones qui sont électrifiées. C'est une autre photo que je vous montre. C'est véritablement un bunker. Ce port, on ne peut plus y rentrer facilement. Et de même, dans le cadre du tunnel, tout a été ennoyé sur plusieurs hectares pour qu'on ne puisse plus rentrer. Et ce sont les Britanniques qui payent ça. Ils payent à peu près 75 à 80% du coût de ces infrastructures, car ils ne veulent absolument pas, ils ne veulent plus que des réfugiés puissent passer. Néanmoins, il en passe. Néanmoins, il en passe sans doute, 300 ou 400 par semaine. Bon. Dans des conditions absolument abominables. C'est pour ça que certains passent et arrivent morts de l'autre côté. Et c'est une question très, très difficile, à laquelle, je dois dire, il n'est pas facile de trouver de réponse. Alors, voilà, la jungle, elle est tout près de la plage. Vous voyez, la mer, la plage, et la jungle était là, parce qu'elle est tout près du port. Or, c'était installé sur le camp de loisirs des enfants du centre aéré de la ville de Calais. Vous imaginez, pour des familles, les enfants ne pouvaient plus y aller parce qu'on avait réquisitionné pour les réfugiés. Calais est une ville pauvre. Les gens, ils ne partent pas en vacances pour une grande partie d'entre eux. C'est l'endroit où leurs enfants allaient jouer. Là, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur la mairie. Elle a essayé de trouver une situation qui n'était absolument pas simple. Mais la population l'a plutôt mal vécue. Et voilà l'autoroute, et voilà ce qu'on a appelé la jungle. Qui sont des tentes qui ont été fournies par des associations, par de l'entraide. Et donc, les migrants grimpent sur l'autoroute, se mettent à plusieurs, font des barrages et attaquent véritablement un certain nombre de camions pour pouvoir monter dedans. Ça donne des fils aussi dans la ville importante, parce qu'il y a toute une aide pour les nourrir, pour les aider. Et les conséquences géopolitiques de ça, bien sûr, c'est qu'il y a de l'entraide. Il y a des gens absolument remarquables et d'une profonde générosité. Mais d'un autre côté, vous avez aussi un mouvement qui s'est mis en place. C'est la défense de Calais, défendre Calais, qui est un mouvement d'extrême droite extrêmement dur, parfois avec des actions réellement violentes, qui trouve un écho. Et cette ville, qui était une ville dans laquelle le Front National n'avait pas percé, dans les années 80, il avait déjà percé dans le nord, à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, on avait le Front National. Dès 1983, il y a une liste à Roubaix qui annonce déjà cette percée-là. Et Calais, pas du tout. Calais, il y avait de la pauvreté, mais peu de tension au sein de la population. Et là, on a vu monter, à partir du début des années 2000, un Front National extrêmement important. Et qui est monté, mais rapidement. Aux dernières élections, en 2017, Marine Le Pen, au deuxième tour, fait plus de 53% des voix dans une ville comme Calais. Ça veut dire quelque chose. Et il faut l'entendre. Voilà, c'est pas la peine de dire mais c'est pas bien ce qu'ils font. Il faut entendre pourquoi des gens qui sont gentils, qui sont braves, pourquoi ils en arrivent à cela. Et ça, c'est une interrogation qui est extrêmement importante. Et donc, vous pensez bien que cette jungle qui a représenté plus de 12 000 personnes a
poser des problèmes majeurs. Et d'une certaine façon, quand Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a décidé de la supprimer, il y a eu des réactions d'hostilité médiatique, j'allais dire beaucoup de bonnes âmes généreuses qui ont dit c'est pas bien. Ça s'est passé durement. Je vous ai choisi cette photo parce qu'on a mis le feu. Hein, et c'était très très dur. Et puis on a retrouvé des gens qui ont de nouveau fait la queue pour devoir repartir. Et c'était aussi très très dur, bien sûr. Mais la question que je pose, c'est pourquoi a-t-on laissé s'enquister aussi longtemps, parce que ça a quand même duré 2 ans, des gens qui vivaient dans des conditions difficiles, quand on a pris enfin la décision de les déplacer et de les répartir sur l'ensemble de la France, dont on a dit ça ne marchera jamais. Wauquiez a dit on va créer des Calais partout et j'en veux pas. Hein, on a eu droit à un certain nombre de vraiment déclarations abominables. C'est faux. Ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé partout. Parce que quand vous pouvez, j'allais dire, disperser dans une répartition équilibrée une population, les gens sont généreux. Et même si au début ils sont un peu réticents et qu'ils voient que ça se passe bien, eh bien ça se passe bien. Et beaucoup sont restés là où ils ont été installés. Et ils s'insèrent, et ils s'intègrent, et ils font des formations. Mais pourquoi ne voulaient-ils pas choisir la France et pourquoi voulaient-ils choisir l'Angleterre? Car au fond, c'est peut-être là la question. Sans doute qu'en Angleterre, dans un premier temps, l'aide apportée aux réfugiés était peut-être pas plus généreuse, mais plus rapide que ce que nous faisions nous en France. Nous, on mettait parfois très longtemps avant qu'un dossier puisse être accepté et qu'il puisse à ce moment-là travailler, bénéficier d'un certain nombre d'aides ou autres. En Angleterre, ça allait beaucoup plus vite. Et ça, ils le savent. C'est extraordinaire parce que ça, c'est un phénomène aussi, si vous voulez, des réseaux sociaux, d'Internet. Il ne faut pas penser que les réfugiés ne sont pas connectés. Ils ont des téléphones portables, bien sûr, et ils les utilisent. Et bien évidemment, ils savent les conditions. D'abord parce qu'il y en a qu'ils connaissent, qui sont déjà de l'autre côté et qui les renseignent. Parce que pour beaucoup, c'est l'anglais qu'ils connaissaient et pas le français. Au Soudan, ça a été une colonie britannique et on parle plus l'anglais et on ne parle pas du tout le français. Donc c'est cette langue qui est l'anglais, le globish, comme on dit, c'est-à-dire un anglais à peu près équivalent de celui qu'on peut parler nous, a pu leur permettre d'échanger les uns avec les autres. Tandis que le français, c'était difficile. Et donc, ils se disaient que ça serait plus commode en Angleterre. Puis en Angleterre, il y a quelque chose qui est formidable, il n'y a pas de carte d'identité. En Angleterre, on n'est pas obligé de se balader avec sa carte d'identité ou un titre de séjour. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est en train de changer. Mais ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, et puis le taux de chômage, il était faible, alors que le taux de chômage en France, il était élevé. Et en fait, les conditions d'accueil ne sont pas tellement meilleures en Angleterre par rapport à ce qu'elles sont chez nous. Mais dans leur représentation, et les passeurs leur faisaient croire que ça serait l'Eldorado quand ils seraient en Angleterre. Et ça représentait tellement d'efforts pour les familles d'avoir financé ces passages que ne pas réussir à passer, c'était un sentiment d'échec absolument colossal. Et ce sentiment d'échec, évidemment, les rendait extrêmement malheureux, donc les déterminait de plus en plus à vouloir passer au péril de leur vie, parce qu'il y en a qui sont morts sur les autoroutes en sautant sur les camions, mais de la rage de partir, certains arrivaient même à casser les pare-brises avec des barres de fer des chauffeurs qui, eux, faisaient leur boulot, qui était simplement de transporter des marchandises de l'autre côté, et que c'était un problème extrêmement important. Alors, voilà, cette idée d'invasion des migrants est totalement une erreur, parce que vous voyez, on a eu un pic et puis c'est retombé, très nettement. Donc il faut casser l'image de l'invasion, mais Calais a contribué à crédibiliser cette idée de l'invasion, et ça, c'est, je crois, une grande responsabilité. Et puis, il ne faut pas non plus oublier quelque chose, c'est l'augmentation des vols sur Calais dans un laps de temps extrêmement court. Donc on ne peut pas nier qu'une présence de réfugiés massive en situation de grande pauvreté pose des problèmes importants. Je vous remercie.